Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce webinaire de lancement de la SEPH Nouvelle-Aquitaine 2025. Je vois que vous êtes en train de vous connecter peu à peu. Vous avez été nombreux à vous inscrire pour cet après-midi, plus de 400 inscrits. Vous êtes assez nombreux du coup en tant que potentiels porteurs d'actions pour la SEPH ou participants à des actions en partenariat. Le temps que les connexions se fassent, que vous nous rejoigniez, je vais vous repréciser un petit peu le fonctionnement du webinaire via Teams. Normalement, vous avez une barre d'onglets en haut de votre écran avec un onglet conversation que l'on vous propose d'utiliser pour tout ce qui concerne l'aspect technique, connexion, visibilité du support. D'ailleurs, si jamais vous ne verriez pas le support comme il faut, n'hésitez pas à nous le dire de suite, ce qui nous permettra de le partager d'une autre manière, on va dire. Vous retrouverez aussi ensuite à côté de l'onglet conversation, l'onglet questions-réponses. On vous encourage à utiliser celui-ci pour toutes les questions sur le fond, vraiment sur la SEPH et ce qui se prépare pour cette année. Vous êtes assez nombreux à nous rejoindre. Juste pour continuer d'ouvrir, ce webinaire il sera co-animé entre l'AGFIP et la coordination du PRITH. Je vais laisser la parole à notre co-animatrice Claire afin qu'elle puisse se présenter. Bonjour, oui, bonjour à tous, bienvenue. Claire Romain-Souchot, donc chargée d'études et de développement pour l'AGFIP Nouvelle-Aquitaine. Et donc voilà, je co-animerai cette séquence avec Kevin. Je crois qu'on aura aussi une petite intervention de Monsieur Vincent Ménian, de l'AGFIP également. C'est ça, oui, bonjour, Vincent Magnin, chargé d'études, exactement comme Claire, mais basé à Limoges. Et du coup, ensuite, nous aurons aussi l'intervention de Madame Sophie Lotte de l'ADAPT pour l'aspect communication cette année. Du coup, vous continuez à nous rejoindre. Vous êtes actuellement plus de 230 participants, donc on vous remercie encore de vous être inscrits, d'avoir été nombreux de vous inscrire. Donc du coup, pour commencer cet après-midi, tout d'abord, donc voilà, n'hésitez pas, je le redis, à nous préciser si jamais le support ne marche pas correctement pour vous. La Nouvelle-Aquitaine se mobilise voilà, pour l'édition 2025 de la SEPH. Dans notre région, cette mobilisation, elle se fait sur une campagne en 2 temps. Premièrement, donc une première étape qui se situe aujourd'hui, donc pour ce lancement régional, où l'idée c'est de vous réunir toutes et tous en tant que potentiels porteurs d'action ou partenaires, afin de pouvoir rassembler le plus d'acteurs possible pour réussir cette nouvelle SEPH et de vous présenter donc cette nouvelle campagne, présenter les différentes modalités de support, de subvention, de communication, de valorisation des actions. Et cette campagne se poursuivra par un deuxième temps que vous retrouvez là du coup, qui sont les réunions de coordination territoriale, toujours via Teams, et qui auront lieu au mois de mai. Donc vous retrouvez là les différentes dates, une date par territoire en fait. Sur le département Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, ce sera le 13 mai à 14 heures. Département Creuse, Corrèze, pardon, aussi Dordogne et Haute-Vienne le 14 mai à 10 heures. Et enfin, pour les départements Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques, le 19 mai à 10 heures. Donc, 3 rencontres territoriales via Teams, qui ici auront pour objectif de pouvoir rassembler les acteurs locaux et de vous permettre de communiquer vos projets, mais aussi et surtout de vous coordonner afin d'être le plus efficient possible pour la SEPH et de favoriser l'émergence de projets collectifs à l'échelle des départements. Vous retrouvez un code QR que vous pouvez d'ores et déjà, on va dire, flasher, rejoindre avec votre téléphone pour pouvoir vous inscrire. Après, on le précise, pas d'inquiétude, le support vous est transmis suite à ce webinaire. Donc, vous aurez le lien avec pour vous inscrire à ces différentes rencontres. Je jette un coup d'œil aux questions-réponses. Je crois qu'on a peut-être déjà certaines questions. Oui, il peut être possible d'obtenir une attestation de suivi de cette visio, ça, il n'y a pas de problème. Voilà pour la campagne 2025 telle qu'elle se présente en termes de calendrier, en termes d'étapes. Et oui, effectivement, le support sera transmis juste après la présentation. Pour poursuivre sur cette entrée en matière, nous avons le programme du jour. Donc, du coup, on se rejoint aujourd'hui pour environ 1h30 de lancement de la SEPH. On commencera par concrètement une entrée en matière sur la thématique de la SEPH 2025, qui portera notamment sur les 20 ans de la loi de 2005. On continuera avec une synthèse de la SEPH 2024 et du ODE.
On poursuivra avec les modalités de soutien à la dynamique régionale. Donc là, c'est ici, on va dire qu'il y a la plupart des informations importantes que vous attendez, notamment ce qui concerne le soutien et la communication. On continuera avec la campagne Activateur de progrès 2025 avec M. Ménian, et on conclura avec notamment le calendrier global de la campagne 2025. Du coup, donc la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées pour cette année aura lieu du 17 au 23 novembre. Donc comme à l'accoutumée, la 3e semaine du mois de novembre. Pour celles et ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, la SEPH en Nouvelle-Aquitaine, c'est un partenariat interinstitutionnel entre l'ADRETS, la GFIP, le FIP, l'ARS et France Travail. C'est grâce à ce partenariat interinstitutionnel que vous avez un appui global à la dynamique sur la région, avec des possibilités de subvention, des possibilités de recensement de vos actions, de valorisation de vos actions. C'est l'ensemble des modalités que nous vous présenterons tout à l'heure et qui sont mises en œuvre par les institutionnels dont vous voyez les logos affichés. Et la SEPH, c'est, donc pour ceux qui nous rejoignent aussi, voilà, c'est l'occasion de lever les représentations sur le handicap. C'est un moment médiatique, on va dire, essentiel. C'est le moment de l'année pour communiquer à grande échelle et de toucher toutes les cibles possibles, que ce soit les professionnels, que ce soit les employeurs, que ce soit les personnes elles-mêmes ou le grand public. C'est l'occasion sur une semaine de marquer le coup afin de pouvoir avoir un impact pour l'insertion et l'emploi des personnes en situation de handicap. Je ne sais pas, Claire, si tu souhaites peut-être rajouter quelque chose sur cette introduction. Non, pas sur cette introduction. Après, je vois qu'il y a des gens qui ont visiblement des problèmes techniques, donc il ne faudrait pas quand même qu'on vous perde sur toute la séquence. Pour vous dire, on est sur un format webinaire, donc on ne pourra pas prendre les questions par main levée. Donc il y a une personne qui a une main levée, par exemple. Donc si vous avez une difficulté, il vaut mieux la poser sur la conversation, comme vous l'a expliqué Kevin. Et puis, voilà, essayez de vous reconnecter pour ceux qui n'ont pas le support, puisqu'il s'affiche pour certains, et vous rassurer aussi sur le fait que, effectivement, vous aurez le support en complément. Par rapport au programme que tu as présenté, Kevin, effectivement, là, on va être sur un temps un peu descendant, même si vous avez l'opportunité de poser des questions et nous aurons l'opportunité d'y répondre aussi. Mais voilà, vous retrouverez aussi tous ces éléments de manière plus précise si vous voulez vous y reporter à nouveau. Donc non, pour cette introduction, rien de plus. On va descendre un petit peu dans le détail de la thématique pour cette édition 2025. Voilà, donc au niveau national, la thématique, c'est handicap avec un S et emploi, l'égalité pour toutes et tous. C'est une thématique qui se veut très large, très englobante, pour permettre voilà, la valorisation de tout type d'actions, de promotion du sujet, en tout cas autour de l'égalité des droits et des chances par rapport aux 20 ans de la loi. On intègre aussi dans la SEPH cette année le fait que la santé mentale soit grande cause nationale pour 2025, même si c'est une thématique qui donne lieu à des actions tout au long de l'année. Durant la SEPH, ce sera aussi l'occasion de faire un point d'étape et sur la loi et sur les enjeux que nous avons autour de la santé mentale à travers voilà, des actions qui peuvent se déployer sur ce sujet également. Voilà, on vous a mis un lien sur un communiqué de presse pour aller un petit peu plus loin sur le sujet. Sachez, enfin j'en profite, que nous, on déploie notamment des actions aussi autour de ça avec les entreprises. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont se faire autour de la santé mentale cette année. Donc, ce n'est pas le thème de la SEPH, mais ce ne sera pas un sujet oublié pendant la SEPH. Voilà. Et puis, ce qui nous importe aussi en région, comme on vous l'a dit, c'est de maintenir cette dynamique d'action territoriale et de temps fort entre nous autour de cette thématique. Merci Claire. Je regarde vite fait s'il y a des questions peut-être en lien avec la thématique. Apparemment pas. Dans ce cas-là, pour Kevin, poursuivre... apparemment, il y a certaines personnes qui ne voient pas le support.
Peut-être Alors dans ce cas-là, je vais c'est peut-être un problème de navigateur, hein, peut-être. Alors au cas ça- où, je vais désactiver le partage tel qu'il se présente ici pour faire un simple partage d'écran en PDF. Vous me direz si cela marche mieux. C'est surtout Alors, Madame Piris qui ne voit pas, apparemment. d'accord, ok. Alors, partage de fenêtre, présentation PowerPoint, voilà, donc normalement ça arrive. Juste pour information, du coup, en partageant un PDF, je ne vois plus les questions-réponses ni la conversation, donc n'hésitez pas à me dire du coup s'il y a des remarques. Et est-ce que du coup maintenant tout le monde voit bien le support comme prévu? Concernant les questions, Kevin, je suis en alerte, hein, donc pas de souci. D'accord, Et je réponds dès que je peux. d'accord, ça marche, merci. Donc normalement, là, tout le monde voit bien le support. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon, bah, très bien, parfait. Du coup, juste pour poursuivre aussi tu as cette thématique, un point évidemment sur le duo day. Donc, comme à l'accoutumée dorénavant, la SEPH accueille le duo day le jeudi. Donc, cette année, ça tombe le jeudi 20 novembre. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore cette action annuelle, le duo day, c'est l'occasion sur une journée d'accueillir en duo une personne en situation de handicap en entreprise, en collectivité ou en association, afin de lui faire découvrir son environnement de travail. C'est l'occasion de former donc voilà un duo pour découvrir un métier, un environnement. Du côté de la personne, c'est l'occasion de faire mûrir un projet professionnel. C'est l'occasion de lui faire découvrir un métier. C'est l'occasion aussi de favoriser son insertion et de lui créer des contacts. Du côté employeur, c'est l'occasion d'aborder le handicap au sein de ses équipes de travail. C'est l'occasion de travailler avec ses collaborateurs sur comment mieux accueillir une personne en situation de handicap. Et ça permet donc de les sensibiliser. Le DOD, on peut être toutes et tous concernés en tant qu'employeur. Donc voilà, je le redis, entreprise, collectivité ou association. Pour toute personne en situation de handicap, à partir de 14 ans, sans emploi ou étudiant. Et ça concerne également donc tous celles et ceux qui sont connectés aujourd'hui, à savoir les professionnels de l'insertion, de l'accompagnement ou de la formation en tant que structure accompagnatrice, car l'énorme majorité des duos sont formés grâce à vous, grâce aux structures accompagnatrices qui rassemblent les offres de stage et les demandes de stage, du coup. Pour plus d'informations, il y a le site du Duodé qui s'affiche là. On le reprécise au cas où, hein, voilà, le support vous sera transmis avec l'ensemble des liens. Evelyne ou Hélène, je crois qu'une main s'est levée. Est-ce qu'il y a peut-être une question? Alors, il y a une main levée. Alors, je ne vois pas, c'est les actes Madeleine. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager Oui, dans l'onglet surtout, questions-réponses. Comme ça, voilà. elles pourront être relayées du coup. Pour Il y a l'instant, une je n'ai pas de question nouvelles questions sur le numéro. Ouais, il y a une question sur la possibilité de réaliser un duodé sur une autre journée de la semaine. Donc effectivement, les années précédentes, en tout cas, c'était possible pendant la SEPH à travers le dispositif duodé. Et autrement, vous pouvez activer le dispositif un jour, un métier qui est accessible tout au long de l'année au niveau de la GFIP et donc voilà, permettre un peu plus de souplesse quand c'est nécessaire. Mais ce qui était quand même convenu, c'est d'avoir ce temps fort le jeudi, qui a quand même un intérêt de mobilisation à une date précise au niveau des employeurs. Voilà, donc privilégier cette date, mais on a pu le faire quelques fois avant. Après, il y a eu, je crois, une année, une forte tempête le jour du duodé où il y a eu quelques duos qui ont dû se décaler. Et derrière, il y a une prise en charge des assurances et de tout ce qui est lié à la mise en place de cette immersion qui fonctionne quand même. Voilà, donc privilégier le 20 novembre, mais si il y a des choses, des ajustements à la marge possibles. Et en tout cas, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous s'il y a des situations particulières. C'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions, je poursuis sur la partie suivante. Nous retrouvons donc maintenant là, le bilan de la SEPH et du Duodé 2024, donc l'an dernier, avec ici différentes illustrations. On retrouve le salon Handimob d'emploi qui a été organisé à Périgueux et porté par l'ESRP Clairvivre. Vous retrouvez en bas à droite le salon Handi Ressources et Emploi, organisé par les acteurs du Réseau pour l'emploi de la Corrèze, à Tulle. Et en bas à gauche, on a le laboratoire de l'inclusion, qui a été organisé notamment par l'ADPUI et le MEDEF de la Gironde, à Bordeaux.
Donc, quelques illustrations de nombreuses actions qui ont eu lieu en 2024. Comme on va le voir juste voilà ici, l'an dernier, ce sont près de 235 événements recensés. Donc, une fois de plus, une SEPH qui a fortement mobilisé sur notre région à des taux équivalents à l'année précédente, l'année 2023. En 2024, ça a été une édition avec un accent mis sur les projets collectifs. On le verra après, il y a eu une augmentation des actions de type forum, salon, ou grand public. Tous les départements couverts. On a chaque année une SEPH qui est assez forte sur l'ensemble des départements. On retrouve là encore une illustration de l'exposition Une photo à métier organisée par l'ADP de la Gironde le 21 novembre. Et pour rentrer un peu plus en détail sur les différentes actions menées, on va retrouver voilà, les principales thématiques, comme toujours les thématiques telles que l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi, la mobilisation des employeurs ou la sensibilisation au handicap du grand public. Vous retrouvez ici entre parenthèses donc, quelques exemples d'actions qui peuvent être menées. Sur l'accès à l'emploi, par exemple, voilà, on le disait, il y avait le forum Handi Ressources et Emploi mené par les acteurs du réseau pour l'emploi en Corrèze, notamment voilà, France Travail, Cap Emploi et les missions locales, ainsi que les conseils départementaux. Le maintien dans l'emploi, il y a par exemple eu le forum de l'ASSTV dans la Vienne, qui portait précisément sur la santé au travail. Concernant la mobilisation des employeurs, de nombreuses actions également. Là, ici, on peut citer comme exemple Inclusio, qui proposait des parcours immersifs en situation de handicap dans les Landes et qui avait été coporté par différents acteurs tels que le Cap Emploi, la MLPH, la CCI ou encore l'OPCO EP. Et enfin, la sensibilisation au handicap, donc l'événement grand public, c'est vraiment l'occasion de la SEPH de toucher le maximum de monde. Et on avait ici, en termes d'exemple, par exemple, Trisomie 21 à Pau, qui avait organisé une soirée festive pour clôture la semaine, voilà, ouvert à tous en soirée, en fait. Vous retrouvez le Kevin, camembert avec la... peut-être avant de poursuivre, une Oui, question à nouveau concernant le duo D, oui. concernant les salariés. Donc, les salariés d'une entreprise adaptée peuvent-ils participer au duo D, mais dans une autre entreprise, ou est-ce uniquement pour les personnes sans emploi? Alors, c'est une position que je pourrais revérifier. Théoriquement, ça devrait être possible parce que ça peut permettre d'approfondir un projet professionnel. Le mieux, c'est que je me renseigne et je reviendrai vers vous pour vous donner la réponse par la suite. Pas d'autres questions. Ça marche. Merci. Pour poursuivre sur le bilan de l'an dernier, voilà, on retrouve quelques schémas quelques mots sur la typologie d'actions qui peuvent être organisées chaque année. Ça donne des idées, ça donne des exemples. On retrouve une forte quantité d'ateliers. Donc, on privilégie en général, sont privilégiés en général des actions dites de proximité, permettant beaucoup plus d'échanges et de production en petits groupes. La SEPH, c'est aussi le moment opportun pour les visites d'entreprises et les portes ouvertes de structures, afin de favoriser donc la découverte. Et comme on le disait tout à l'heure, le nombre en augmentation des forums par rapport aux éditions précédentes. Pour continuer sur ce bilan de la SEPH 2024 en Nouvelle-Aquitaine, on retrouve ici les différents types d'acteurs qui se sont mobilisés. Donc, une fois de plus, Cap Emploi et France Travail sont des moteurs essentiels pour la mobilisation sur chaque territoire. Et on retrouve aussi énormément, depuis 2 ans maintenant, il y a eu un bond en avant de la participation des associations et notamment des ESMS, des établissements sociaux et médico-sociaux, à cette SEPH et qui organisent maintenant de nombreuses actions. On a eu en 2024 69% des actions qui ont été coportées. Donc voilà, une très forte partie des actions sont menées en partenariat par les acteurs de chaque territoire. Que dire ensuite? Je vois une forte progression aussi côté entreprises et clubs d'entreprise, notamment avec le réseau Les entreprises s'engagent, qui y ont participé à plusieurs actions également en 2024. Et on retrouve après, bien sûr, en termes de participants, un bon panel de structures que l'on retrouve cet après-midi avec nous, avec les acteurs du maintien dans l'emploi tels que les services de prévention et de santé au travail, avec les institutionnels aussi, avec des ESRP, des acteurs de la formation, plusieurs ERIP, des MDPH ou encore des plateformes emploi accompagnées, par exemple. Donc une SEPH qui mobilise finalement vraiment l'ensemble des partenaires de l'emploi, de l'insertion et de la formation. Pour terminer sur ce bilan de l'édition 2024, un mot sur le duo D, évidemment, sur des chiffres qui augmentent chaque année. Donc là aussi, une bonne participation et des chiffres qui augmentent sur chaque donnée, on va dire. Le nombre de duos
pour commencer, qui a été près de 4200 duos formés en 2024 en Nouvelle-Aquitaine. Donc une augmentation de 12% par rapport à 2023. Vous retrouvez en italique sur l'avant-dernière ligne le comparatif avec 2023. Une augmentation aussi du nombre de candidats et une augmentation du nombre d'offres proposées. À savoir que nous avons une plus forte augmentation du nombre d'offres que du nombre d'employeurs, donc ce qui peut laisser à penser que les employeurs proposent davantage d'offres de stage, d'offres d'accueil au sein de leur entreprise, et aussi une augmentation du nombre de structures accompagnatrices, où on le reprécise, c'est grâce à vous, donc acteurs du service public de l'emploi ou des structures médico-sociales, que l'on peut rapprocher l'offre et la demande de stage afin de favoriser ces parcours et ces binômes chaque année, quoi. Juste une dernière slide sur le duodé. Si je ne me trompe pas, voilà, un petit zoom sur le rapprochement de l'offre et de la demande. Il y a toujours voilà, cet écart entre un certain nombre de duos, enfin un certain nombre de candidats, pardon, et d'offres proposées, et un nombre de duos qui peut paraître moindre. Alors bien sûr, ça dépend des projets professionnels et des questions de mobilité aussi, et de ce que proposent les offres de stage et ce que demandent, enfin ce qu'attendent les futurs stagiaires. Mais voilà, pour favoriser leur rapprochement, on propose un webinaire qui est toujours en ligne sur la chaîne YouTube du PRITH Nouvelle-Aquitaine, un webinaire qui a été proposé il y a 2-3 ans, mais qui vous permet de mettre en lumière ce rôle des structures accompagnatrices et comment le mener au mieux afin de favoriser le maximum de duos chaque année. Avant de passer à la partie suivante, est-ce qu'il y a peut-être des questions ou des remarques? Oui, alors les projets collectifs seront-ils toujours d'actualité en 2025? Je pense que vous allez en parler tout à l'heure, mais si vous On souhaitez va en parler. donner voilà. Ouais. Claire, si tu veux dire quelque chose, mais sinon, effectivement, ça va être la Non, on partie va en suivante. parler. Donc, Après, Ouais. dans la partie bilan, vu qu'on est sur cette partie bilan, on peut effectivement souligner que ça a quand même été porteur de dynamique de rapprochement intéressante sur les territoires. Là, il y a une personne qui s'est interrogée de savoir qui était là aujourd'hui pour faciliter la prise de contact par bassin, etc. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, ce qu'on vous propose aussi dans les réunions territoriales qui auront lieu en mai. Et vraiment, en termes de bilan, c'est à souligner, en tout cas pour notre part, le fait de pouvoir aussi profiter de cette semaine pour concrétiser de nouveaux partenariats, enfin voilà, s'associer autour d'un projet peut-être initié par d'autres, mais auquel vous pouvez vous raccrocher. Donc ça, c'est des choses qui sont qui sont très positives en termes de bilan sur le volet qualitatif aussi, et que du coup on reconduit, on vous expliquera comment. Mais au-delà des projets collectifs, comme vous l'avez vu, il y a eu énormément de projets, en fait, toujours dans une dynamique où c'est l'occasion de se mobiliser à des échelles territoriales très variées. Voilà, donc ça, c'est comme chaque année quelque chose qu'on veut mettre en avant. On fait remonter ces éléments aussi au niveau national. Et le territoire est quand même assez représentatif d'une dynamique, voilà, assez forte en termes de nombre d'événements, de participation. Donc voilà, ça contribue vraiment à donner de la visibilité au sujet sur la semaine et on vous en remercie aussi. Sur la partie bilan, je n'ai pas d'autres éléments à apporter. Sur les personnes qui sont... c'est aussi l'idée d'avoir des structures accompagnantes, oui, pour favoriser la rencontre employeur-candidat pendant la SEPH, dans le cadre du duodé, oui. Et puis la capacité aussi que vous avez à pouvoir rebondir, même quand le duo n'a pas pu se réaliser, d'avancer sur le projet qui avait donné lieu à projet d'immersion. Et il y a d'autres outils après tout au long de l'année. Enfin voilà, que ce ne soit pas juste un moment unique dans l'année, mais bien un moyen de rebondir pour avancer sur les projets avec les personnes. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter sur le bilan. Ça marche. Hélène, est-ce qu'il y a une autre question peut-être, ou sinon on peut passer à la partie suivante du coup? A Deux priori, petites pas de secondes, parce questions. qu'en fait, c'est soit dans la conversation, soit dans les questions-réponses. Si tout le monde pouvait poser des questions sur la partie questions-réponses, ce serait plus peut-être... pratique. oui, plus... Alors, donc, duodé pour qui, pourquoi?
Pour DOD toute pour qui, personne. pourquoi? Ah non, Alors, c'est Evelyne qui a répondu. Je sais pas. D'accord, ok, Personne ça en Oui, marche. oui, situation de c'était juste handicap. pour signifier qu'effectivement, il suffisait d'avoir plus de 14 ans pour pouvoir accéder au DOD. Il n'y avait pas de conditions spéciales. Voilà, D'accord. Donc, vous pouvez poursuivre. ça marche, merci. Du coup, sur la partie suivante, donc le soutien à la dynamique régionale. Donc là, ici, on va aborder différentes questions qui, je pense, vous intéressent plus particulièrement sur comment pouvoir être soutenu dans le cadre de vos projets collectifs sur chaque département. Ensuite, comment valoriser vos actions. Donc, on va reparler du recensement du programme régional et ensuite de la communication sur les territoires. Claire, du coup, je te laisse la parole sur le fait d'ouvrir sur les différents projets en Nouvelle-Aquitaine, les différents soutiens possibles. C'est Vincent qui va vous dire ça. Ah, Vincent, pardon. Oui, alors nous allons là parler effectivement du soutien financier que nous allons pouvoir vous apporter, qui sera géré comme chaque année par la GFIP. On est sur trois grandes notions, trois grands principes que vous connaissez déjà désormais, à savoir un soutien financier pour un projet majeur par département et qui sera plafonné à 3 500 € d'intervention par projet et donc par département. Donc ça reprend le schéma que vous avez connu déjà l'an dernier et qui fait que ça imprime vraiment la volonté de pouvoir soutenir financièrement des projets sur les 12 départements. Ça, c'est une injonction forte qui consiste à ce que nous veillons vraiment, vraiment à ce que chaque département puisse avoir un projet majeur qui s'inscrit dans le cadre de la SEPH. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous aurons vraiment en tête de sélectionner, de favoriser les initiatives qui sont très lourdement partenariales, qui engagent plusieurs partenaires et de champs évidemment complémentaires. Donc, c'est marqué effectivement les secteurs de l'emploi, de la formation, du handicap évidemment, voire les employeurs. Et évidemment, qui ciblent un public le plus large possible. Donc, on vise évidemment une efficacité la plus large possible. Donc, tant en amont qu'en aval, que ce soit sur le plan du portage partenarial, que sur le plan du public visé, des cibles visées, etc. Et enfin, il s'agit bien de la semaine pour l'emploi des semaines européennes d'ailleurs, pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et dès lors, il s'agit bien de toujours rester sur le sujet emploi et handicap. Donc, qui permettent de sensibiliser sur le sujet, qui permettent de faire découvrir de nouvelles choses, etc., etc. Donc, voilà un petit peu les trois grands principes. Ensuite, on a donc au niveau des critères d'examen des demandes de financement de projets. Donc, une fois encore, c'est vraiment cette meilleure couverture territoriale des 12 départements. Donc, on aura un projet par département. Ensuite, on regardera dans les départements les projets donc, qui rassemblent le plus grand nombre de partenaires et qui ont une visée la plus universelle possible. Et enfin, et là on vous l'indique vraiment cette année de manière transparente, dans le cas où on aurait d'éventuelles marges budgétaires finales après l'examen des projets, on pourra envisager de soutenir des projets supplémentaires. Évidemment, qui répondront comme les premiers aux critères qu'on va vous préciser encore, des critères plus techniques, juste dans la diapo d'après. Mais vraiment, on vous le dit dès maintenant, si jamais effectivement on avait des restes de budget, on veillera évidemment à les réemployer sur des projets supplémentaires. Ce qui explique qu'on vous demande cette année de bien vouloir nous transférer tous vos projets à date fixe. Il y a une seule date qui nous permettra ensuite d'octroyer des décisions, enfin de faire des décisions sur l'ensemble des dossiers. Voilà un petit peu pourquoi on a resserré comme ça. Ensuite, concernant les critères d'éligibilité précis, voire d'inéligibilité également, des projets. Donc, sur le plan purement du montage financier, on attend, comme l'an dernier, un cofinancement de la part des coporteurs ou la valorisation de fonds propres, ou du porteur ou des partenaires. Ça ne change pas, c'est comme l'an dernier.
Ensuite, évidemment, toujours un point de vigilance que vous connaissez déjà, mais qu'on peut parfois omettre, c'est l'accessibilité, évidemment, des événements. En plus, on est là aussi, d'ailleurs, en matière de financement, que ce soit par exemple pour l'interprétariat LSF, par exemple. Et enfin, les autres financements sont à inclure dans le dossier de demande de soutien financier, et donc ils sont évidemment à demander en amont. Inclus évidemment ceux des services de l'État. Comme l'an dernier, nous excluons des demandes tout ce qui vise la production d'objets promotionnels, la décoration, etc., tout ce qui est évidemment périphérique dans ce type-là, les vidéos, alors que ce soit des capsules, des pastilles, enfin, voilà, dès que c'est vidéo, on ne financera pas. Et enfin, tout ce qui visera aussi la promotion d'un seul opérateur. Voilà, ou qui ne sera pas réutilisable en dehors de la SEPH, etc. C'est vraiment important aussi d'imaginer que la SEPH, c'est évidemment un dispositif qui vise à valoriser le fait qu'on travaille ensemble et voilà, qu'il n'y a pas un acteur dans son coin qui avance au détriment des autres. Et enfin, on maintient également la règle que vous connaissez également déjà concernant les questions de frais de restauration, puisqu'on n'interviendra pas sur un projet dont les dépenses liées à la restauration dépassent 30% du budget total. Voilà. Afin de favoriser évidemment les projets qui sont à viser vraiment opérationnel, etc. Et pour éviter un petit peu le côté trop festif. Enfin, sur le côté principe d'intervention généraux de la GFIP, rien de nouveau. Simplement, donc, on ne soutiendra toujours pas dans le cadre de la SEPH les projets de sensibilisation à visée interne, puisqu'ils relèvent le cas échéant d'autres financements au passage, mais effectivement, ce n'est pas du tout dans le cadre de la SEPH interpartenariale, premièrement. Et ensuite, évidemment, si il s'agit d'une action qui est déjà financée par nos soins, que ce soit dans le cadre d'un marché, que ce soit dans le cadre de la DOTH ou quoi que ce soit, évidemment, on n'interviendra pas non plus. Voilà un petit peu pour les critères, si je veux dire, techniques, pas vraiment nouveaux, que vous connaissez pour la plupart, mais qui sont importants à rappeler sur l'éligibilité des projets. Merci Monsieur Bénin. Alors avant de passer à la suite sur la démarche et les différentes dates, est-ce qu'il y a des questions sur les critères et les principes du coup qui ont été présentés? Alors, une question, est-ce que la captation d'un forum ou d'une conférence peut être financée? Ou bien ça rentre dans vos exclusions films et vidéos? Alors, ça dépend C'est-à-dire qu'un toujours. forum, pardon. Ça dépend l'usage, ça dépend le projet. Absolument. Enfin, voilà, mais effectivement, si c'est. Enfin, Voilà, ça fera toujours l'objet d'un examen lors des décisions des comités de décision. Ça dépend vraiment de l'objet et du réusage qui peut en être fait par la suite. Si on fait une vidéo pour faire une vidéo, c'est non. Ça, c'est très clair et ça le restera. Si c'est une captation qui permet un replay, etc., ça peut être envisagé. Mais ça dépend également et surtout de la nature du projet de base. voilà, Je je sais pense pas qu'il si je faut suis retenir clair, dans mais- ce qui a été présenté par Vincent, c'est aussi les diapos précédentes, c'est-à-dire sur le fond, sur ce qu'on entend soutenir à travers cette enveloppe de subventions au profit de projets départementaux. Donc ça, c'est vraiment les critères de fond. Et après, effectivement, il y a plutôt des exclusions de principe qui vous sont présentées ensuite. Voilà, donc c'est une étude de ces différents pans qui permet de donner une description. Ce qu'il faut savoir aussi, enfin, je crois que tu le redis après, Kevin, mais dans la phase de préparatoire, on est aussi à votre disposition et surtout les chargés de mission du PRITH dans leur mission d'animation de réseau aussi pour vous expliquer, vous permettre de confronter vos projets à la réalité de ces critères, parce que là, un peu C'est de ça. manière théorique, ça ne vous parle pas forcément, mais voilà. Tout à fait. Ouais. Mais- Alors, effectivement, oui, allez-y. Non, mais c'est tout simplement pour donner des exemples peut-être. S'il s'agit de la retransmission en direct d'un événement pour toucher un public le plus large possible, etc., naturellement, on peut le concevoir.
S'il s'agit d'avoir une régie monstrueuse avec des super effets techniques, du montage en direct, etc., et puis des super musiques et jingles pour un événement qui est un petit peu à côté du sujet, évidemment, on n'ira pas. Voilà, c'est pour donner deux repères, si j'ose dire. Alors, il y a une autre question. Alors, aurons-nous les informations au préalable concernant un cofinancement éventuel de la GFIP ou doit-on faire une demande en attendant le retour de cofinancement? Alors effectivement, sur la démarche va vous être présentée donc juste après, avec justement les dates de présentation du projet collectif et ensuite, s'il y a possibilité, les dates butoirs pour la demande de financement à la GFIP. Tout va vous être présenté juste après du coup. En tout cas, peut-être pour quand même préciser, c'est l'objectif d'avoir une analyse concomitante de l'ensemble des projets. Il faut que vous puissiez afficher aussi les cofinancements prévisionnels, même si vous n'avez pas encore de retour définitif. Voilà, je ne sais pas si ça répond en partie à la question. Et il y avait une autre question dans la conversation. C'est vrai que si vous pouvez tout mettre dans les questions-réponses, c'est plus simple. Oui. Mais les projets à visée de public interne, ça veut dire une entreprise qui va sensibiliser ses propres salariés. En fait, ça, ce que vous disez, c'est que ça ne fait pas partie des actions subventionnées, dans le cadre des actions de la SEPH. D'autant que ça peut être subventionné dans le cadre d'accords agréés, par exemple, ou de certaines autres actions. Donc voilà, là, on est hors SEPH. Ça peut être pendant le temps de la SEPH, ça peut être valorisé peut-être, mais néanmoins pas soutenu financièrement. Et j'ajouterais aussi que pour la question des cofinancements en amont, il est important effectivement dans les projets de bien indiquer, voilà, c'est un cofinancement demandé à défaut, mais enfin l'important c'est de savoir encore mieux s'il est prévu ou obtenu. Il y a une question dans la conversation. Est-ce possible de remettre gratuitement des livrets pour les participants? Exemple, une femme employée handicap psychique lors des manifestations. De remettre des livrets gratuitement, c'est-à-dire? Nous, on ne s'oppose pas à ça, en fait. Oui, parce que je pense que ça serait l'UNAFAM qui. Est-ce que la personne qui a écrit ça, qui est un utilisateur inconnu, peut spécifier sa question? Mais je pense que c'est globalement, si ça engendre des frais, si c'est mis dans un projet global, qu'il y a des cofinancements et que derrière il y a une remise gratuite de livret, il n'y a pas de problème. En fait, il faut qu'on étudie globalement l'ensemble des projets, leur cohérence par rapport au fond et à la forme, ça peut en faire partie. Voilà. Et après, comme le disait Claire tout à l'heure, effectivement, sur vos projets, vous allez donc du coup nous les communiquer au sein de la coordination du PRITH, et on sera là pour vous accompagner, pour être sûr que ça puisse correspondre aux critères et aux principes à respecter. Donc de toute manière, on vous accompagne sur la formulation de votre projet pour ensuite le présenter. Après, il y a peut-être donc Evelyne Manine par rapport à la personne, là, Monsieur Patrick Dogal, qui pose la question de remettre des livrets. C'est aussi, il faut voir les organisateurs de projets, c'est avec eux vers eux qu'il faut se rapprocher pour savoir voilà, si il est possible de remettre des livrets. Mais ça, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Il y aura certainement aussi la possibilité d'avoir la visibilité sur les actions qui vont se mettre en place de façon à pouvoir se rapprocher des personnes qui les organisent. Hélène, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être avant de passer à la suite? Non, vous pouvez continuer. Ça marche, merci. Alors du coup, donc ça va aussi en éclairer certains sur les questions que nous venons d'avoir. On va aborder maintenant, si ça veut bien se lancer, voilà, la démarche à suivre pour ces demandes de subventions. Donc cela se rapproche un petit peu de la démarche de 2024 avec deux grandes étapes, deux grandes phases. Une première phase qui concerne votre projet collectif et une seconde phase qui concerne votre demande de financement. La première phase, c'est de pouvoir communiquer votre projet collectif à la coordination du PRITH au plus tard le 25 juin. On insiste, comme le disait tout à l'heure Claire, donc tous les projets doivent avoir été transmis au plus tard le 25 juin afin que nous puissions tous les étudier et donner les éléments de réponse pour savoir si votre projet est retenu ou non. Et ensuite, si votre projet est retenu, c'est alors que vous pouvez passer en phase 2, donc par rapport à votre demande de financement, où là, il s'agira de transmettre votre dossier complet à la GFIP au plus tard le 29 septembre. On va détailler ces deux phases dans les slides suivantes, ce sera
un peu plus clair peut-être pour vous. Sur la première phase, donc, qui concerne les projets collectifs, donc, comme je le disais, il s'agit ici de transmettre à votre interlocuteur du PRITH votre fiche projet et son tableau budgétaire. Sur cette première étape, il ne s'agit pas de transmettre votre dossier complet, il s'agit de transmettre uniquement votre fiche projet avec son tableau budgétaire à votre interlocuteur PRITH. Attention par contre à transmettre votre fiche projet complétée. Donc ce document, il va vous être transmis par mail juste après ce webinaire. Il sera aussi disponible sur le site du PRITH Nouvelle-Aquitaine. Vous allez voir, c'est un fichier au format Word qui vous demande des informations essentielles sur votre projet, qui, bien qu'à l'état prévisionnel, doit nous permettre de savoir finalement quel est l'objet de ce projet, quels sont ses porteurs, quels sont les partenaires associés, quels sont aussi les partenaires souhaités, quel est le périmètre géographique et l'ampleur de ce projet, et d'avoir un argumentaire motivé par rapport à votre demande de financement, afin de pouvoir évaluer ou pas si votre projet peut rentrer dans les principes et les critères qui ont été présentés. Et en dernière feuille de cette fiche projet, vous retrouverez le budget prévisionnel. Là aussi, comme on le disait juste avant, il ne s'agit pas de présenter encore à cette étape-là des devis ou des montants finaux, enfin vraiment un budget finalisé. Le tout est d'avoir un budget prévisionnel avec des montants estimatifs sur chaque poste de dépense. Et en face, la part de cofinancement ou de soutien, de cofinancement ou d'autofinancement prévu, et in fine, en dernière colonne, le montant finalement demandé à la GFIP. Donc un tableau budgétaire prévisionnel. Vous retrouvez en bas de cette diapo les différentes coordonnées de vos interlocuteurs PRITH selon votre département. Tout ça va être retransmis aussi par mail, et une fois de plus, vous aurez le support. Et pour l'ensemble de la démarche sur la présentation de votre projet collectif, la coordination du PRITH, donc vos interlocuteurs que vous retrouvez en dessous, Virginie Cazot, Hélène Gracionero et moi-même, on est à votre disposition pour vous aiguiller, vous aider dans la présentation et la préparation de votre projet, être sûr que ça respecte bien les principes et les critères qui ont été présentés, et afin ensuite de présenter votre projet en commission d'études avec la GFIP, cette commission qui aura lieu le 2 juillet. Ça, c'est donc pour la première phase qui s'étale jusqu'au 25 juin, où, on le répète, il s'agit de présenter donc l'ensemble de vos projets collectifs au plus tard à cette date. Et ensuite, je vais redonner la parole à la GFIP sur la phase 2, qui concerne la transmission de votre demande de financement jusqu'au 29 septembre. Peut-être tu peux rester encore, enfin peu importe sur la Oui. diapo, mais sur cette phase de préétude, il y a 2 questions, me semble-t-il. Donc il y a une question sur le cofinancement, 50% ou est-ce selon le projet? On n'a pas affiché de pourcentage de Non, ouais. cofinancement, mais c'est un critère qu'on va regarder en fait. C'est du cofinancement ou de la valorisation au sein de l'ensemble des porteurs qui est attendu dans le budget prévisionnel qui sera présenté. Voilà pour cette question. Et quand aura-t-on les résultats du jury? Parce qu'effectivement, on a souhaité en fait avoir cette vision d'ensemble pour effectivement derrière donner des informations à chaque porteur de projet. Donc quand aura-t-on les résultats du jury? L'objectif, c'est bien de pouvoir donner des décisions dans la foulée de notre commission d'études en fait en juillet, parce qu'on a envie d'avoir cette garantie d'équité de traitement au niveau de l'ensemble des territoires. Donc si on a toutes les informations nécessaires à la prise de décision comme on l'entend le 2 juillet, ça veut dire qu'on pourra vous informer de notre décision dans la foulée. Je dis si parce que si à ce moment-là on n'a aucune info qui nous permette de décider ou pas suffisamment précise, on reportera. Mais l'objectif est bien celui-là, de vous donner rapidement une réponse et pour vous dire c'est OK sur le principe. Et ensuite, il y a une phase de dépôt de demande de financement avec une procédure particulière qui est propre à l'ensemble de nos subventions. Donc, je vous la présente peut-être, je crois qu'il y a encore quelqu'un qui a levé la main, mais je laisse Hélène voir si ça se traduit dans une question dans le Pour l'instant, question-réponse. pas de questions supplémentaires. OK. Donc, effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse vous faire un retour après l'étude de l'ensemble des projets.
Et lorsqu'il est retenu, il vous appartient de constituer tous les éléments nécessaires à faire une demande de subvention en bonne et due forme, finalement, avec des éléments définitifs. Donc je redis bien, c'est pas ce qui est attendu pour fin juin, mais les éléments définitifs, après, ils seront nécessaires pour votre demande de subvention à la GFIP, au plus tard le 29 septembre. Donc une fiche projet avec le tableau budgétaire, là, de manière plus précise. Le formulaire de demande d'aide financière, c'est classique, ça fait comme l'année dernière aussi, avec une complétude qui vous explique ce qu'il faut remplir, un truc qui n'est pas à remplir, mais il faut préciser que vous faites une demande dans le cadre des actions de la SEPH, compléter le volet financier, identifier votre structure, date et signée, accepter les conditions générales d'intervention aussi de la GFIP. Fournir vos devis et votre RIB. Ensuite, vous rentrez dans une phase d'instruction classique, finalement, par nos équipes au sein de la délégation régionale. On a des interlocuteurs pour chacun des territoires. S'il y a besoin, en lien avec les chargés de mission du PRITH, d'avoir des éléments complémentaires dans cette phase d'instruction qui n'ont pas vocation à remettre en cause le fond, hein, mais plus à garantir la complétude de votre dossier pour obtenir la subvention visée. Passer à la suivante. Alors, vous aurez en plus ces éléments. Bon, là, les diapos suivantes, vous n'allez peut-être pas en plus voir très très bien, mais on vous explique comment, de manière opérationnelle, transmettre votre demande de financement. On ne reçoit plus de dossier papier à la GFIP. On a une partie de nos mesures qui sont traitées dans un outil complètement dématérialisé. Et pour ce type de subvention, pour la SEPH notamment, en fait, c'est une sorte de boîte aux lettres dématérialisée. Et pour y accéder, sur notre site, vous devez choisir que vous allez faire une demande. Choisir votre profil de déposant. Et ensuite, cliquez sur le bouton « Déposer votre demande » et ensuite, si je peux aller sur suivant. Oui. Bon, je vous détaille tout ça, mais c'est pas en fait, c'est pas compliqué. Faut choisir autre aide en fait, parce qu'on est vraiment dans un processus spécifique pour les subventions aux organismes. Et ensuite, vous irez télécharger les éléments qu'on vous a demandé là. Donc, le formulaire de demande, les devis, la fiche projet. En gros, pour vous représenter, c'est comme si vous chargiez tout ça dans une boîte aux lettres dématérialisée qui arrive ensuite à la délégation régionale. Il faut que ça passe par là. On n'a plus de dossier papier. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez préparé ces éléments, le dossier de demande de subvention, vos devis, rassembler tous vos documents, voilà, en format PDF, JPEG, documents sans macro, etc., que vous irez nous mettre sous cet emplacement. Ça arrive à la délégation régionale. On le prend en compte pour traitement et on revient vers vous ensuite s'il manque des informations pour décider de l'octroi de la subvention. Alors moi, j'ai répondu directement à une question là par écrit, mais peut-être le dire aux autres participants. Si nos projets ou actions ne nécessitent pas de demande de financement, faut-il les envoyer aussi avant le 25/06 ? Non, alors effectivement, on passe un peu de temps sur cette partie, mais après, on va continuer. C'est-à-dire que vous l'avez vu l'année dernière, 235 événements. On n'en a pas subventionné 235, loin de là. Donc la SEPH, c'est pas que le projet phare par département. On passe un peu de temps là-dessus pour que vous ayez en tête déjà nos modalités de soutien de cette action phare par département qui est importante aussi dans la dynamique régionale. Mais évidemment, il y a d'autres projets et actions qui peuvent se déployer pendant la SEPH et qui font l'objet d'un recensement un peu différent. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour le 25, je dirais même plus, pour le 25 juin, ce qu'on attend, c'est que les projets pour lesquels il y a une demande de financement. Après, c'est intéressant d'avoir la visibilité globale parce que si on peut aussi voir, mais ça c'est le rôle des chargés de mission du PRITH, que sur un territoire, il y a des actions parallèles qui se mènent alors qu'elles pourraient être raccrochées au projet départemental. Enfin, ça, c'est des choses qui vont se passer voilà, plutôt soit, on attend qu'elles se passent aussi éventuellement dans les rencontres territoriales, que les liens se fassent, ou soit qu'elles
qu'elle soit animée et relayée par les chargés de mission du PRITH. Une autre question, combien de projets ont été présentés et retenus l'an passé? En tête, combien Alors oui, présentés? l'an passé, on a eu sur 12 départements, on avait accès, enfin comment dire, on avait mis l'accent l'an dernier pour qu'il n'y ait vraiment qu'un seul projet de soutenu par département pour des questions budgétaires. Et nous avions eu entre 12 ou 13 demandes en fait. Il n'y avait eu que de mémoire un seul ou deux départements où on avait pu avoir deux projets de présentés. Mais sinon, l'ensemble des acteurs des territoires avaient bien joué le jeu en se coordonnant et en se rassemblant. Quasiment tous les départements avaient eu une demande de communiquer. Et de mémoire, il y a même eu un ou deux départements qui finalement ont pu se débrouiller, je dirais, en autonomie. Voilà, sur 12 départements, on a eu au maximum 13 ou 14 dossiers reçus pour 12 dossiers maximum acceptés. D'où l'importance notamment des rencontres territoriales, des rencontres de coordination territoriale pour pouvoir se rencontrer avec les partenaires locaux et pouvoir œuvrer ensemble sur des actions communes, des actions collectives pour que ça puisse, on va dire, monter des projets collectifs et qui puissent bénéficier à tous en termes d'organisation et de subventions peut-être. Mais on va le revoir juste après sur la valorisation des actions. Effectivement, toute cette phase-là sur laquelle on insiste, c'est uniquement pour les projets qui nécessiteraient un soutien financier. Après, effectivement, l'énorme majorité des actions ne passent pas par une demande de financement et peuvent s'organiser effectivement librement. Et dans ce cas-là, il s'agira de pouvoir les recenser pour pouvoir les valoriser. Merci Kevin, pas d'autres questions pour l'instant. Ça marche. Claire, je te laisse poursuivre si je crois qu'il reste. Oui, non, mais quelques après, c'est éléments. des slides qu'on avait détaillés, mais c'est presque du pas à pas pour déposer votre Ouais. dossier. Si vous voulez, c'est pas hyper. C'est ça. Pas forcément une plus-value énorme là à ce stade, Ça mais marche. c'est pour que vous l'ayez aussi dans les supports pour vous y reporter le moment venu. Ça marche, merci. Oui, effectivement, pour rappel, le support vous est communiqué à la suite du webinaire. Il sera aussi disponible sur le site du PRITH. Donc, tous les éléments que vous a présentés Claire ici, c'est surtout pour que vous ayez la démarche de décrite. Ce n'est pas la peine après qu'on passe plus de temps peut-être dessus aujourd'hui, quoi. Du coup, merci Claire pour poursuivre normalement sur l'aspect communication. Donc, on avait commencé un petit peu à en parler. Donc, la valorisation de vos actions sur la Nouvelle-Aquitaine, un élément important pour voir un petit peu l'ampleur de la mobilisation dans notre région et de tout ce que vous faites pour la SEPH, c'est le recensement des actions régionales pour cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, ce recensement, il va être disponible dès aujourd'hui via le lien que vous avez là qui vous sera recommuniqué par mail et sur le site du PRITH, un recensement qui s'ouvre jusqu'au 26 septembre, sur lequel il s'agira de pouvoir communiquer chacune de vos actions. Donc, on le répète, subventionnées ou pas, cofinancées ou pas, toutes les actions que vous organisez, on vous encourage à les recenser sur ce formulaire. C'est vraiment comme ça que l'on peut prendre la mesure de votre mobilisation, savoir ce qui se fait sur notre région, pouvoir le valoriser et pouvoir le communiquer. Donc, l'ensemble de ces actions sont à recenser sur un formulaire en ligne. Ce formulaire, pour celles et ceux qui nous rejoindraient cette année, en fait, vous demande de renseigner l'ensemble des éléments essentiels à faire figurer sur le programme régional. Vous allez retrouver en deux grandes phases, une première phase de recensement sur vos coordonnées afin que nous puissions revenir vers vous pour tous les éléments qui pourraient être à préciser. Et ensuite, une seconde page, on va dire, sur ce formulaire de recensement, où là, il va être question de préciser vraiment toutes les informations à communiquer, donc votre département, la thématique, le type d'action, la dénomination de votre action et son descriptif. Là-dessus, on vous invite à être le plus clair et concis possible, car on réinsiste, hein, ce sont des éléments qui seront destinés au programme régional. Donc, c'est un élément de communication qui va être envoyé à l'ensemble des partenaires du PRITH, donc de l'emploi, de la formation et de l'insertion, mais aussi à l'ensemble des organes de presse.
Donc il s'agit d'être le plus clair et concis possible pour pouvoir communiquer dessus. On n'a pas la place sur ce programme pour avoir énormément de lignes par action, donc il faut vraiment être le plus succinct et clair possible. Et seront à préciser aussi évidemment les dates, les horaires et les modalités de contact pour pouvoir participer. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur ce recensement en ligne et ce programme régional? Non, pas de questions. Et d'ailleurs, tout comme pour l'accompagnement de votre projet collectif à subventionner, la coordination du PRTH, on reste aussi à votre disposition, Virginie Cazot, Hélène Racionero et moi-même, Kevin Pascobac, pour vous accompagner dans le recensement de vos actions si jamais il y aurait quoi que ce soit que vous ne trouveriez pas ou qu'il y aurait un bug sur le formulaire en ligne. Ça, c'est sur le programme régional qui nous permet donc de valoriser vos actions et d'éditer le programme régional. Il y a aussi ensuite quelques mots sur la valorisation des actions au niveau national cette fois-ci, avec le site monparcourshandicap.gouv.fr qui là permet d'alimenter 3 sites au niveau national et donc de donner plus d'ampleur à votre communication et à vos projets. Ce site Mon Parcours Handicap, en renseignant vos événements sur ce site, ça alimente automatiquement 3 autres sites, le site de la GFIP, le site Semaine Emploi Handicap et le site Activateur de Progrès. Et donc voilà, comme on le disait, c'est un recensement national qui permet de revaloriser davantage votre action, un meilleur référencement en ligne et une communication via des sites spécialisés. Donc voilà, Kevin, il y a pour une personne, pardon, excuse-moi, Oui, pour une vas-y. personne qui assiste pour la première fois, préciser à nouveau si, donc elle pose la question de savoir s'il faut créer un groupe de travail par département pour élaborer un projet à présenter et vers qui dois-je me tourner pour ce groupe de travail? Le coordinateur du PRITH? Point d'exclamation. D'interrogation. Alors effectivement, pour cette idée de se coordonner au niveau départemental, c'est l'initiative que nous promouvons, on va dire. Après, alors la première étape, ce seront les rencontres territoriales de coordination qui auront lieu en mai. On va revenir dessus juste après sur le calendrier. Ces rencontres territoriales de coordination vont permettre à l'ensemble des acteurs de chaque département de se rencontrer, de partager leurs projets ou de partager leurs possibilités de soutien ou de partenariat. Et ce sera vraiment votre première étape pour pouvoir travailler ensemble et vous rapprocher pour mener des projets en commun. Et c'est suite à cette première étape que nous vous proposons qu'il sera ensuite, on va dire, libre à vous de vous réunir à nouveau et sur des groupes qui vous seront propres au regard de vos projets pour pouvoir avancer collectivement. La démarche de projet collectif est quelque chose qui est promu, qui est initié via ces rencontres territoriales de coordination et ensuite qui seront libres à vous de pouvoir vous coordonner sur les différents départements. Voilà, en espérant avoir répondu à votre question, mais on va le réaborder juste après du coup. S'il n'y a pas d'autres questions, Pas d'autres questions pour l'instant. Ça marche. S'il n'y a pas de questions sur la partie recensement, donc voilà, je réinsiste juste là-dessus. Un recensement régional via un formulaire en ligne qui permet de réaliser le programme des actions de la SEPH en Nouvelle-Aquitaine et de valoriser votre mobilisation. Et un autre recensement, cette fois-ci au niveau national, qui permet de valoriser votre action à l'échelle nationale du coup et d'alimenter les 3 sites que vous avez là automatiquement. Juste pour la slide suivante sur la communication sur les territoires. Alors si oui, juste un petit mot avant de faire intervenir Madame Lotte de l'ADAPT. Le programme, donc voilà, j'ai commencé un petit peu à le dire, il est relayé à l'ensemble des organes de presse locaux et régionaux, donc presse écrite, radio et télévision, sur le site du PRTH Nouvelle-Aquitaine bien sûr, et il est transmis aussi en mailing à l'ensemble des partenaires régionaux de l'emploi et du handicap, dans le cadre du PRTH Nouvelle-Aquitaine. Juste une petite précision aussi, je crois que je n'en ai pas parlé tout à l'heure sur la slide du programme régional. Ce programme, donc voilà, vous avez jusqu'au 26 septembre pour pouvoir recenser votre action, parce qu'ensuite, donc, nous travaillons avec un communicant pour pouvoir réaliser le programme. Les actions qui seraient recensées après le 26 septembre pourront toujours apparaître sur le site du PRITH, mais ne pourront pas figurer sur le programme parce qu'il faut un temps d'édition. Et surtout, important pour vous, les actions qui seront recensées le plus vite possible seront également communiquées via un tableau sur le site du PRTH Nouvelle-Aquitaine, ce qui permettra à chaque acteur local d'avoir une visibilité sur ce qui se prépare sur son territoire.
Donc, plus tôt vous avez recensé votre action, mieux ça vous permettra de vous coordonner et de vous préparer pour la SEPH. Et aussi, si jamais il y a évidemment la moindre modification, changement à apporter au recensement, on est à votre disposition pour mettre à jour le recensement. Je vais donc passer à la partie sur la communication dans le cadre de cette SEPH, notamment sur le kit national. Est-ce que peut-être nous avons Madame Lotte de connecter? Alors, théoriquement, elle fait partie des personnes qui présentent. Alors, je vois que Madame Lotte lève Elle la n'a main qu'à se justement. ouvrir. Voilà, il faut ouvrir le micro et puis ça devrait fonctionner, Madame Lotte. Juste le temps que la connexion se fasse, du coup, je vois que Madame Lotte est parmi nous, mais avec le micro et la caméra encore de désactiver. Est-ce qu'il y a peut-être un petit souci technique? Elle dit que son micro ne fonctionne pas. Ah mince. Bah, je peux peut-être prendre le relais, hein. À la rigueur, oui. Puis sinon, si Madame Lotte, si ça marche ultérieurement, n'hésitez pas à prendre la parole ensuite. Claire, je te laisse Oui, poursuivre, du voilà, coup. bah c'est vrai que nous, on a une action coordonnée en fait au niveau national, ADAPT à GFIP-FIP. Et donc voilà, cette année, on a le plaisir d'accueillir Madame Lotte avec nous sur ce lancement régional. Mais donc voilà, désolée, votre micro ne fonctionne pas. En tout cas, c'est Alors, je crois que mon micro fonctionne. Oui, ah, voilà. Ah, ça y bah, est, voilà. super. Donc voilà, c'est une Bonjour à communication tous. partagée. Donc je vous laisse prendre la parole. Ouais, je prends le relais. J'aurais bien voulu activer ma caméra, mais elle a du mal aussi à s'activer. Donc, je vais rester sur la voie. Donc, je suis Sophie Lotte. Je suis en charge de la communication à l'ADAPT Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, Ça le devrait bloc. aller mieux pour votre caméra, Madame Lotte. Ah Excusez-moi, oui, je viens de activer faire la une petite caméra. Parfait. Ah, c'est manipulation. Parfait. Voilà. OK, bonjour à tous. Et donc, moi, ce que je vous présente, c'est le bloc-marque que vous devez déjà tous connaître, puisque c'est un bloc-marque qui a été installé entre l'ADAPT, la GFIP et le FIP depuis déjà quelques années. Donc, SEEPH 2025, donc pour la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Il faut savoir que la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées est devenue européenne il y a déjà 12 ans et que donc la coordination de ces trois acteurs a donné naissance à ce bloc-marque qui était déjà utilisé l'an passé et que nous réutilisons cette année et donc que vous pouvez utiliser pour chacune de vos actions en région, où que vous soyez dans les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine et partout en France, vous pouvez utiliser ce logo, ce bloc-marque, et que vous pouvez aussi télécharger. En fait, il y a un kit de communication qui est à votre disposition sur le site semaine-emploi-handicap.com. Il y a tout un kit de com qui va s'alimenter au fur et à mesure des mois, puisqu'on est seulement le 15 avril, donc il y a des campagnes de communication qui sont en cours d'élaboration, mais dans tous les cas, ce bloc-marque est déjà à votre disposition sur le site semaine-emploi-handicap.com. Merci, Madame Lotte. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ou des remarques? Deux petites secondes parce que je... Oh non, non, c'est juste un problème de... Ah non, non, c'est bon. Pas de D'accord. questions. Attends, je reviens sur... Non, c'est bon. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Du coup, on vous communiquera par mail donc les différents liens, dont le lien du site semaine-emploi-handicap, du coup, ce qui vous permettra de télécharger les éléments de communication. Voilà, je peux juste ajouter le fait que, étant donné qu'on s'est né sur une semaine européenne, on a aussi le bloc-marque qui a été décliné donc en European Disability Employment Week. Donc, c'est hashtag EDEW 2025. Donc, ça, c'est au cas où vous feriez appel à des partenaires étrangers et que vous mèneriez une action en fait transfrontière. C'est vrai qu'a priori, ça ne s'est pas encore produit, mais ça pourrait avoir lieu. Ça pourrait avoir lieu. Ça serait même intéressant d'ailleurs. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques, on va poursuivre sur la partie suivante du coup.
sur la partie, donc la campagne activateur de progrès. Je vais redonner la parole à la GFIP. Oui, donc activateur de progrès, c'est une démarche qui a lieu tout au long de l'année pour rejoindre ce mouvement d'employeurs engagés dans leur politique handicap. L'année dernière, il y avait un objectif précis, chiffré d'activateurs en fait, pour la SEPH et qu'on avait largement atteint. D'ailleurs, puisque c'était 15 000 et à ce jour, on a plus de 16 000 activateurs de progrès. Donc, on a toujours l'ambition de poursuivre cette démarche parce qu'elle est porteuse aussi de visibilité, porteuse de messages engageants. Donc, bien évidemment, il y aura une campagne de relance activateurs de progrès dans la chronologie de la SEPH. Donc, ça devrait donner lieu à de nouveaux outils cet été et une relance d'engagement aussi sur le second semestre. Voilà, aujourd'hui, il y a donc plus de 16 000 activateurs de progrès, donc des employeurs qui souhaitent valoriser leur engagement autour de leur politique emploi handicap. On met à disposition dans ce dispositif différents outils. Donc, je cite ActiveBox, notamment des supports de com, des contenus inspirants qui peuvent être utilisés tout au long de l'année, mais aussi dans le cadre de la SEPH pour faire de la sensibilisation interne. On en parlait tout à l'heure, ce n'est pas des choses qu'on finance, mais c'est des choses qu'on va soutenir, par exemple, à travers la démarche activateur de progrès. On va avoir sur cette démarche des engagements, des campagnes, des challenges, des propositions d'événements ponctuels autour de la sensibilisation des collaborateurs au handicap. Et rejoindre le mouvement activateur de progrès, c'est aussi bénéficier d'une visibilité nationale, puisque c'est quelque chose qui se déploie au niveau de toute la France métropolitaine et dom-tom. En 2025, on vise donc à relancer la campagne avec des nouvelles créations. Et on vous indique aussi qu'au niveau de l'équipe qui accompagne les entreprises, au niveau de la délégation régionale de la GFIP, on utilise Activateur de progrès et d'autres outils pour aider les entreprises dans la préparation de leur SEPH. Aujourd'hui, vous n'êtes pas des entreprises face à nous nécessairement, mais sachez qu'on peut, voilà, si vous avez des contacts, vous pouvez aussi faire cette promotion autour d'Activateur de progrès et des possibilités qui leur sont offertes pour mettre en place des actions, commencer peut-être par là dans le cadre de la SEPH, pour aborder le sujet avec les collaborateurs, le sujet du handicap. Donc c'est une démarche qui est ouverte à tous, dès lors que l'on est employeur, donc, y compris vous en tant que partenaire, vous êtes employeur. Donc on vous invite à rejoindre ce mouvement qui vous donne accès à un certain nombre d'outils et qui vous permet d'avoir aussi cette visibilité par rapport à la politique emploi-handicap que vous pouvez conduire. Donc, vous avez le lien vers le mini-site, c'est un sous-site de la GFIP qui présente la démarche. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant la campagne activateur de progrès? Alors, c'est pas une question, c'est une remarque. Alors, les affiches de stars ont un grand succès à la CCI des Landes. Par contre, j'ai jamais reçu les box que j'ai commandées. Si vous avez des difficultés, il ne faut pas hésiter à nous les relayer. Voilà, peut-être que nous, pas nous personnellement, mais en tout cas, on trouvera la personne à même de savoir ce qui s'est passé par rapport aux commandes. Effectivement, vous avez accès à des outils, vous pouvez télécharger des affiches, personnaliser des supports aussi. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut évidemment les signaler pour pouvoir être dépanné ou avoir des solutions. Merci Claire. Du coup, Hélène, je crois qu'il n'y a peut-être pas d'autres. Non, rien d'autre, ni question, ni remarque. Ça marche. Alors du coup, on va poursuivre sur le calendrier qui récapitule un petit peu les différentes étapes de la campagne SEPH 2025. Excuse-moi Kevin, juste au moment où je te disais rien. Ah bah vas-y. Alors, est-ce que les actions mises en place en SEPH par les partenaires sont signalées et mises en lien avec les employeurs d'activateurs de progrès? Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce que peut-être le programme est communiqué aux employeurs inscrits, c'est ça peut-être? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un lien entre les actions SEPH par les partenaires et les porteurs de projets et les employeurs d'activateurs de progrès?
Les activateurs de progrès, déjà, ils sont affichés sur le site. Donc, je ne sais pas si ça peut faire partie des éléments de réponse, mais du coup, ils sont connus et peuvent être associés, je sais pas, contributeurs. Je ne sais pas si ça répond à la question. Après, nous, sur le site, on vous l'a dit, le site de recensement est alimenté aussi par les actions qui sont renseignées sur le site Mon Parcours Emploi Handicap. Donc, ça donne de la visibilité aussi sur le site Activateur de Progrès. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est En vrai tout que cas, oui, il y a... J'interroge. J'interroge. Mais c'est vrai que pour compléter ce que dit Claire, effectivement, le recensement national sur Mon Parcours Handicap alimente le site Activateur de Progrès. Donc, ça informe automatiquement, effectivement, les employeurs qui en font partie. Après, à savoir que le recensement régional donne lieu donc à un programme qui peut être partagé à nos différentes bases de données. Donc, je ne sais pas, Claire, si est-ce que le programme Oui. régional peut être communiqué Nous, après, on diffuse largement, on l'a dit. Donc, c'est vrai qu'on s'appuie aussi sur notre service national pour faire de la communication vis-à-vis de la presse. On a nos propres canaux de communication, ceux du PRITH, ceux de l'équipe qui s'occupe de l'accompagnement des entreprises. Enfin, voilà, nous, en termes de valorisation des actions de diffusion du programme, au titre de la GFIP, on va utiliser tous nos canaux, en fait. Et puis après, si chacun des partenaires institutionnels utilise tous ces canaux, ça fait que déployer massivement la communication. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais il y a aussi le réseau si tu l'as évoqué au niveau du bilan, le réseau des entreprises s'engage aussi avec le relais des dettes. Enfin voilà, nous vraiment l'idée pendant la SEPH, c'est visibilité, communication au maximum, quoi. En fait, la question s'est précisée, c'est-à-dire que si les porteurs de projets font des actions à destination des employeurs ou des entreprises, est-ce que vous faites le lien en informant spécifiquement les activateurs de progrès? Ah non, pas spécifiquement. Après, ils vont être destinataires des programmes, mais nous, on ne va pas utiliser, je ne sais pas si c'est ça derrière, mais on n'utilise pas nos listings pour relayer. Voilà, après, ça, c'est autre chose. Pour diffuser sur de la mobilisation d'employeurs pour un événement, on peut être associé pour contribuer d'une façon ou d'une autre pour mobiliser les réseaux d'employeurs, mais ça se travaille dans le cadre des projets. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair comme ça, mais... Est-ce qu'il y a d'autres éléments, Hélène, peut-être, ou d'autres questions? Non, vous pouvez poursuivre. Ça marche, merci. Du coup, donc le calendrier prévisionnel de la campagne 2025. On vous récapitule sur cette slide les différentes dates à retenir. Vous la voyez, la première, le 15 avril, donc c'est aujourd'hui même où sont mis à disposition l'ensemble des outils et le début du recensement. Donc, outils, ce qu'on entend par outils, c'est pour la présentation de vos projets collectifs et la demande de financement ensuite, donc la fiche projet, la fiche de demande d'intervention AGFIP, le formulaire en ligne pour le recensement. Tout ça, vous allez le retrouver dès aujourd'hui par mail, suite à ce webinaire, et ensuite sur le site du PRITH Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, vous retrouvez chronologiquement donc, les réunions de coordination territoriale, on va en reparler encore après, donc les 13, 14 et 19 mai. Donc des réunions qui se font propres à chaque territoire, parce qu'en fait, on va vous proposer de vous rassembler par salle départementale. Ensuite, si on continue d'avancer, donc le 25 juin, c'est la date limite de réception des projets, de vos projets collectifs demandant une subvention par la coordination du PRITH du coup. Donc, on le rappelle, il faut que nous puissions recevoir l'ensemble des projets, tous les projets, au plus tard le 25 juin. Ils seront ensuite donc étudiés en réunion d'études avec la GFIP. On revient vers vous dans les jours qui suivent directement après pour vous donner un retour. Juste pour rester sur la ligne du haut, sur la partie financement, voilà, ensuite vous aurez jusqu'au 29 septembre pour envoyer votre dossier complet de demande de financement à la GFIP. Donc là, c'est via la démarche en ligne que vous a présenté Claire Romain-Soufflot, du coup, avec donc, le dossier complet, c'est la fiche projet et le budget, plus les devis, le RIB et la fiche de demande d'intervention à GFIP. Et pour repasser sur la partie du bas, du coup, la fin du recensement des actions est le 26 septembre. On vous réencourage à recenser dès que possible vos actions, surtout que nous pouvons revenir vers vous si jamais ensuite il manque telle ou telle information, et que ça permet aussi de partager
en amont du programme les projets qui sont pressentis sur le site du PATH de Nouvelle-Aquitaine. Et justement, entre la fin du recensement, qui sera le 26 septembre, et ensuite, voilà, vous avez deux semaines d'édition du programme afin de pouvoir le communiquer le 13 octobre, communication du programme régional, soit un mois et quelques avant le début de la SEPH. Voilà pour le calendrier global que vous aurez juste après par mail. Et ensuite, pour terminer, donc voilà, les réunions de coordination territoriale dont nous parlions. Je reprécise l'objectif ici, donc c'est de développer les partenariats entre acteurs d'un même territoire. Donc c'est pour ça que nous proposons 3 rencontres, avec à chaque fois, comme je le disais, des divisions en sous-salles départementales, afin que chaque acteur puisse se regrouper avec ses partenaires locaux et se coordonner, voire monter ensemble des projets collectifs. Donc pour les départements Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, le 13 mai à 14h. Pour les départements Corrèze, Creuse, Dordogne et Haute-Vienne, le 14 mai à 10h. Et pour les départements enfin Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques, le 19 mai à 10h, toujours via Teams. Le lien d'inscription vous est transmis donc sur le support, mais vous sera retransmis aussi par mail et sur le site du PATH Nouvelle-Aquitaine. Et pour toute question, que ce soit pour y participer, pour s'y préparer ou autre renseignement, l'équipe de la coordination du PATH reste à votre disposition pour vous accompagner et vous renseigner. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ou des remarques soit sur le calendrier, soit sur ces futures rencontres, du coup? Alors, en fait, là, j'ai une remarque, mais j'arrive pas à la comprendre. Vous allez la comprendre mieux que moi, sûrement. Alors, pour la campagne 2025, merci de bien vouloir éviter le terme handicapé. Certains employeurs souhaitent utiliser personnes en situation de handicap. Merci de bien vouloir utiliser 2 types pour chaque proposition avec le qualificatif handicapé et sans. Je sais pas, en fait, il y a 2 autres personnes qui souscrivent à cette remarque, mais je n'arrive pas. Alors, c'est la personne qui l'a écrit, elle sollicite la main levée, mais je vois une main levée, oui. ouais, mais c'est une bonne remarque dont on prend bonne note. Effectivement, il peut y avoir parfois des coquilles là-dessus, mais effectivement, c'est un souci lexical auquel nous sommes attachés. Effectivement, c'est pas pour rien que nous promouvons depuis pas mal d'années la notion de personne en situation de handicap, qui permet d'enlever la notion de handicap de l'épaule de l'individu pour le ramener à minima plutôt du côté du système. On est parfaitement d'accord là-dessus et merci pour cette mention. Ensuite, sur la notion de double type, alors est-ce qu'il s'agirait de parler des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap et des personnes qui ne sont pas en situation de handicap? Là, par contre, je veux bien une précision. Oui, c'est ça que je comprends pas là. Juste pour compléter aussi, on souscrit à l'idée. Après, je ne sais pas si c'était en lien aussi avec le bloc-marque qui existe, et pour le coup, il ne changera pas en fait. Donc voilà, c'était pour préciser. Pour 2025, le bloc-marque qu'on vous a présenté tout à l'heure, et ce PH 2025, Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est comme ça. Et voilà, on pourra faire remonter, bien évidemment, que ce n'est pas forcément un choix judicieux. Je crois que Madame Lotte, oui. Oui, J'active le micro de... Oui, ça y est, je vous remercie. Je réagis par rapport à la remarque de la personne. Effectivement, s'il est inscrit dans le bloc-marque, pardon, on est effectivement très attentif à parler de la personne en tant que telle. Nous, on peut aussi parler de personnes accompagnées ou alors de personnes concernées. C'est étant donné que la Semaine pour l'emploi européenne des personnes handicapées est un grand moment médiatique, on est très, très vigilant par rapport à ces termes qu'on emploie qui permettent finalement de faire évoluer les représentations et sortir des préjugés. Donc voilà, je tenais à vous préciser cela. Mais merci en effet pour cette remarque très juste. Est-ce que peut-être nous avons autre chose? L'important, c'est que personne n'ait regardé du côté de l'acronyme AGFIP. De même. Mais on l'a déjà fait évoluer une fois. Hein, la création, juste pour la petite anecdote historique, à la création de l'AGFIP en 87, c'était bien l'association de gestion du fonds d'insertion professionnelle des handicapés. On était en 87, on revient de très très loin. Très vite et très tôt, il s'est agi de transformer le
développé en personnes handicapées, ce qui perdure jusqu'à nos jours et qui ne manquera pas un jour, effectivement, je le souhaite, de changer à nouveau pour que la GFIP accompagne le changement culturel qu'elle essaie de promouvoir, justement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Ah oui, Madame Lotte. Oui, je me permets juste de dire, effectivement, étant donné qu'on est souvent face à des médias pendant cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, on se fait aussi un devoir de rappeler effectivement ce changement de terminologie et d'employer ces bons termes, parce que les médias sont le relais de nos messages, donc on essaye d'être très vigilant par rapport à ça pour faire évoluer les mentalités. Alors, merci du coup. Normalement, nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vais juste arrêter le partage d'écran et on va pouvoir... Une petite question, Kevin, bien concernant les sûr. réunions départementales avant, c'est est-ce qu'il y aura un deuxième temps de programmé pour les personnes qui ne seront pas disponibles pour les réunions départementales? Alors, il n'y a pas alors, il n'y a pas de deuxième temps de programmé. Toutefois, il y aura... Alors, du coup, pour préciser, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et disponible en replay sur la chaîne YouTube du PRTH Nouvelle-Aquitaine. Et pour les réunions de rencontres, enfin pour les rencontres territoriales de coordination, celles-ci étant des divisions en sous-salles, il n'y aura pas d'enregistrement possible, mais il y aura des comptes rendus qui seront partagés à l'ensemble des inscrits afin de donner à voir tout ce qui se prépare, tout ce qui se prépare, tout ce qui est pressenti. Ensuite, pour des seconds temps, on va encourager chaque acteur de chaque département à se coordonner et à poursuivre cette réflexion et ces temps de travail collectif au sein de chaque territoire, en fait. Il n'y a pas, pour l'instant, en tout cas, il n'est pas prévu d'avoir de deuxième salve de rencontres territoriales. Je peux peut-être me mettre le QR code à scanner pour les inscriptions là, pendant qu'on prend Tout une à dernière fait. question. Je vais vous le repartager. Voilà, Alors oui, si vous effectivement, avez là, la vous avez... possibilité de nous rejoindre, vraiment, ce sera un temps fort. Voilà, là, vous avez normalement le QR code que vous voyez pour vous inscrire à ces rencontres. Bon, au cas où je le reprécise, ne vous inquiétez pas, ce support vous sera communiqué juste après et vous pourrez aussi vous inscrire directement, soit via celui-ci, soit via le lien qui vous sera transmis par mail et qui sera aussi disponible sur le site du PRITH. Je crois que j'ai vu passer une main levée. Sinon, n'hésitez pas, voilà, pour toute question. Ah oui, Virginie. Virginie. Est-ce qu'il y a peut-être une question ou une remarque On me signale un événement concomitant. Alors après, je ne sais pas à quelle date. Les assises différents et compétents à Lille. Je ne sais pas. Effectivement, il y avoir... Ah, ah, d'accord. Je pensais que c'était pendant la SEPH. OK. Du coup, pendant une réunion territoriale. OK. Vous retrouverez les éléments d'information qui auront pu être échangés, puis vous raccrochez peut-être pour reprendre contact avec les partenaires, le cas échéant. Ça. Théoriquement, Virginie, tu peux prendre la parole. Oui, c'était simplement pour relayer la question concernant le diaporama qui sera transmis par mail. Merci. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Ce moment est fait pour vous aussi, c'est le moment. Là, pour l'instant, plus de questions, mais Sinon, voilà, je le reprécise, tout ça vous est transmis. D'ici là, pour toute la campagne qui s'ouvre aujourd'hui, que ce soit pour la partie communication et recensement ou que ce soit pour la partie demande de subvention ou autre, la coordination du PRTH reste là pour vous accompagner. La GFIP pourra également répondre à vos questions sur la partie financement. Et je souscris à ce qui est notamment précisé comme remarque, vive la SEPH 2025. Et on vous remercie surtout d'être inscrit et d'y avoir participé. Je vois qu'apparemment, oui, non, voilà, ok, d'accord. Merci pour vos remerciements et merci à vous surtout. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions ou des remarques encore. Sinon, on vous transmet tout ça par mail dès aujourd'hui sur le site du PRTH Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et puis à très vite. Et à très vite. Merci à chacun des intervenants aussi. Merci beaucoup.